Voilà. Donc, comme ça, oui, on va pouvoir reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, donc c'est-à-dire au paragraphe 110. Hem, donc c'est pour ça, comme je fais à chaque fois, je reprends la lecture du paragraphe où on s'était arrêté. Hem, donc oui, je recommence. Doublement émus de retrouver leur neveu préféré dans d'aussi dramatiques circonstances, les vieillards étreignent longuement Rufus sans pouvoir retenir leurs larmes, avant de vous bénir l'un et l'autre pour les avoir sauvés de la mort atroce à laquelle les lâches Eldonoriens les avaient condamnés. Lorsque Rufus leur annonce que vous êtes un seigneur Caille en mission secrète, l'oncle et la tante ouvrent de grands yeux et vous dévisagent avec un mélange de stupeur et de profond respect. Philo vous invite cordialement à passer tous deux la nuit sous son toit, non sans vous recommander la plus grande vigilance, la région étant infestée d'Eldonoriens et la cabane n'ayant plus rien d'un endroit sûr, ainsi que vous venez de le constater. Un endroit si peu sûr qu'ils ont, lui et son épouse, pris la décision de l'abandonner dès le lendemain. Pardon. Ils ont l'intention de traverser la Quarle pour gagner le Saloni, où de nombreux Sloviens, dont d'autres membres de leur famille, ont déjà trouvé refuge dans la grande forêt. Vous veillez une partie de la nuit, assurant la garde à tour de rôle avec Rufus, et vous réveillez son oncle et sa tante un peu avant l'aube. Xera prépare un délicieux petit déjeuner que vous dégustez en discutant des projets des uns et des autres. Rufus a décidé de partir pour le Saloni avec ses parents. Quant à vous, vous annoncez que vous devez poursuivre votre mission et essayer de franchir la Storne du côté de Tekaro. Philo vous avertit, comme l'avait fait son neveu, que la cité est occupée par les Eldonoriens, mais il vous fournit aussi une information inédite. L'ennemi a établi un bac militaire sur le Storn, à un peu moins de 10 kilomètres au sud de sa confluence avec la Quarle. Sous votre uniforme d'éclaireur eldenorien, cela pourrait être pour vous le moyen le plus facile de traverser le grand fleuve. La collation achevée, vous échangez avec Rufus et les siens remerciements et vœux de bon voyage, et Xera vous offre quelques provisions pour la route. Assez pour 2 repas. Bon, ça, je les avais notés la dernière fois, donc on n'a pas besoin d'y revenir. Hum, Après quoi, vous leur faites vos adieux et vous sortez de la cabane pour monter en selle. Rendez-vous au 290. Voilà. Donc, ouais, on va s'y rendre directement. Hum, Vous revenez jusqu'à la route principale et vous chevauchez vers le sud en direction de Tekaro. La journée est sèche, venteuse, et vous la passez presque tout entière en selle. À mesure que vous approchez de Tekaro, le nombre d'Eldenoriens que vous croisez ne cesse de croître. Tous heureusement trop occupés de leurs propres affaires pour accorder plus qu'un simple coup d'œil à un modeste éclaireur monté. Vous atteignez Tekaro après le coucher du soleil, à l'heure où les dernières lueurs du soir sont englouties. Les champs qui entourent les remparts séculaires de la cité sont hérissés de bataillons de Vorkas, dont la froide brise nocturne porte l'odeur fétide jusqu'à vos narines. Vous pouvez voir les flèches élancées de la cathédrale de Tekaro se découper sur le ciel étoilé et l'éclat jaune des torches rayonnées par les ouvertures de la tour qui surmontent les fortifications de la porte nord. En magnifiant votre vision, vous constatez que la porte est ouverte et sans surveillance. Si vous voulez continuer à suivre la grande route pour entrer dans Tekaro par la porte nord, rendez-vous au 82. Si vous préférez contourner la cité afin d'atteindre le fleuve Storn avant la fin de la nuit, rendez-vous au 143. Donc voilà, là c'est un choix qui se présente à vous. Donc soit on choisit voilà, oui, d'emprunter la grande route et de rentrer dans la ville de Tekaro par la porte nord de celle-ci, ou bien on préfère contourner la cité afin d'essayer d'atteindre le fleuve Storn avant la fin de la nuit. Voilà. Contourner. Bon, eh ben, très bien. Bon, eh ben, dans ce cas-là, oui, on va se rendre au 143. Bien, bien. Vous quittez la grande route et vous dirigez votre monture à travers champs en vous faufilant avec précaution entre des campements de vorcas et des groupes de chariots à bagages parqués. Les yeux luisants et l'odeur fétide des reptiles à sang froid vous donnent la chair de poule et ils perturbent encore plus votre cheval au point que vous devez recourir à vos talents cailles de contrôle animal pour le retenir de ruer et de s'emballer. La nuit lumineuse fait tomber un froid glacial sur la plaine, et pourtant, les feux de camp sont peu nombreux alentour. Contrairement aux autres reptiles, les vorcas n'ont guère besoin de chaleur, et ces feux ne brûlent que pour réchauffer les humains chargés de les commander. Vous sentez que les Eldonoriens n'apprécient guère la compagnie de leurs troupes reptiliennes, et que ceux qui doivent camper avec elles jalousent amèrement ceux de leurs camarades qui ont la chance d'être cantonnés dans tes carreaux. Comme vous passez devant un de ces feux,
Un sergent eldenorien lève ses yeux maussades, des braises rougeoyantes, et vous interpelle d'une voix bourrue, vous criant de venir vous joindre à lui et ses deux compagnons. Si vous voulez faire la sourde oreille et poursuivre votre chemin à travers le camp de Vorkas, rendez-vous au 188. Si vous décidez d'aller vous réchauffer auprès du feu avec ces hommes, rendez-vous au 249. Voilà, vous avez encore à nouveau un choix qui se présente à vous. Voilà, oui, soit on fait semblant de ne pas l'avoir entendu et on poursuit notre chemin à travers le camp de Vorkas, ou voilà, on décide d'aller se réchauffer auprès du feu avec ces hommes. D'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, oui, bah, on va aller se réchauffer. Ouais, aller se réchauffer les glaouis auprès du feu. Et donc se rendre au 249. Vous dirigez votre monture vers le feu de camp et vous l'immobilisez à quelques mètres des ailes de Norien. Le sergent se lève pesamment en s'appuyant sur la hampe de sa lance et s'approche pour vous saluer. Salut l'éclaireur, grassait-il. Qu'est-ce qui t'amène dehors en pleine nuit? Y a donc pas de lit douillet à tes carreaux? Pourquoi tu viens pas réchauffer ta carcasse devant le feu avec nous? Ah non, y a pas de lit douillet pour moi à tes carreaux, j'en ai bien peur, répondez-vous en imitant son accent. On m'a envoyé au fleuve à la rencontre d'un bataillon de renfort. Tu parles d'une veine. J'aurais bien aimé profiter d'un petit moment de votre feu, mais mon capitaine est du genre à m'écorcher vif si jamais je traîne en route. Merci quand même, sergent, mais faut que j'y aille. Utilisez la table de hasard. Le chiffre que vous avez tiré est inférieur ou égal à 6. Rendez-vous au 107. S'il est supérieur ou égal à 7, allez au 302. Donc là, c'est le hasard là qui va décider de ce qui va se passer par la suite. Donc ouais, on va basculer sur l'écran en question. Enfin, ouais, voilà, oui, sur l'écran de mon appli. Oups, ouais, trompé de page, veuillez m'excuser. Voyons voir. Voilà, comme ça, oui, ça sera plus clair. Voilà, on va simuler la table du hasard par un dé à 10 faces, comme d'habitude. Enfin, oui, voilà, oui, enfin, oui, un dé virtuel. Ok, donc je vais lancer le dé. 3. Bon, d'accord. Donc pour le moment, comme il n'y a rien qui est précisé de particulier, donc on ne peut pas savoir si si ce résultat est négatif ou positif pour nous. Donc on va être fixé quand on va se rendre au paragraphe en question. Euh, paragraphe... alors que je vérifie. Alors comme le résultat est inférieur ou égal à 6, donc bah, par conséquent on va devoir se rendre au 107. Alors, le sergent vous dévisage entre ses yeux mi-clos et vous remarquez qu'il raffermit discrètement sa prise sur la hampe de sa lance. Il ne vous croit pas. Bon, bah visiblement on n'a pas tiré le bon résultat. Bon, ok, donc va falloir se débrouiller autrement. Bon, il ne vous croit pas et il se pose des questions sur les raisons de votre présence. On n'attend aucun renfort avant 2 jours, grogne-t-il. Alors vaudrait mieux que tu me montres tes ordres, soldat, ou je vais finir par croire que t'es un déserteur. Il fait un bref signe de tête à ses deux compagnons assis près du feu. Ils ont écouté votre dialogue et n'ont pas besoin d'explications supplémentaires pour bondir sur leurs pieds en empoignant leurs lances et accourir à ses côtés. Avec le plus grand calme, vous portez ostensiblement la main à la poche de votre tunique, comme pour obéir à l'ordre du sergent, et, soudain, vous plantez sauvagement vos talons dans les flancs de votre cheval pour le lancer au galop. Il se jette en avant en poussant un hennissement strident, et au même instant, les 3 hommes tentent de vous passer les pointes d'acier de leurs lances au travers du corps. Utilisez la table du hasard. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'art de la chasse, ce qui est le cas justement, puisque c'est ce que vous avez choisi lors du précédent live, dans la nouvelle discipline que l'on allait acquérir pour cette aventure. Ouais, ça tombe bien. Ouais, donc si vous maîtrisez la grande discipline de l'art de la chasse, ajoutez 1 au chiffre que vous avez tiré. Si le résultat est inférieur ou égal à 4, rendez-vous au 333. S'il est supérieur à 4, rendez-vous au 220. Bon, bah, oui, c'est ce que l'on va faire, hein. Donc, on va retourner ouais, voilà, oui, sur l'écran pour lancer le dé. J'y vais, donc j'y vais. Alors, 4. Ah ben, pour le coup,
Oui, attendez, oui, oui, je vais vérifier du coup, mais il me semble bien, hem, ah bah, voilà, oui, bah, c'est ce qu'il disait, si le résultat est inférieur ou égal à 4. Mais comme on a la grande discipline de l'art de la chasse et qu'on peut ajouter 1, donc on passe à la tranche suivante et donc, bah, voilà, ça nous donne un résultat de 5, oui, grâce à cette grande discipline. Et donc, bah, finalement, au lieu non, oui, enfin, dans le cas contraire, on aurait dû nous rendre au 333, mais grâce à ce petit bonus supplémentaire de 1, voilà, c'est suffisant pour nous permettre d'aller, voilà, au 220, voilà, c'est-à-dire, oui, s'il est supérieur à 4, voilà, rendez-vous au 220. Ben, comme quoi, ben, là, oui, on rentabilise la discipline, voilà, dès sa première utilisation, enfin, du moins, dès la première fois où celle-ci est sollicitée. Donc, ouais, là, ça tombe vraiment, là, on a vraiment du bol. Donc, bah, ouais, bah, par conséquent, donc, on va se rendre au paragraphe 220. En s'élançant, votre cheval bouscule le sergent, mais il parvient néanmoins à vous lacérer le genou d'un coup de lance avant d'aller rouler dans l'herbe. Vous perdez un point d'endurance. Bon, ceci dit, je pense que si on avait tiré la tranche en dessous, on aurait perdu plus que ça. Donc, ça va, je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre. Par contre, je vais le noter tout de suite. Ouais, effectivement, on a eu chaud, oui. Bon, c'est pour ça, parce que je pense que si on avait fait moins, on aurait perdu plus qu'un point d'endurance, quoi. Bon, ça serait peut-être pas fait tuer, mais on aurait pu se morfler, je pense, ouais. Donc, ouais, donc je vais le noter tout de suite avant d'oublier. Alors, donc, voilà. Alors, oui, on était à 40, il nous restait 43 points d'endurance, donc là, on passe à 42. Bon, bah, ça va, bon, depuis début de l'aventure, on a perdu que 3 points d'endurance, donc, bon, là, pour le moment, ça reste soft. Ok. Hmm. Serrant les dents, vous poussez votre monture au grand galop et, poursuivi par les insultes et les malédictions des 3 Eldonoriens, vous piquez droit à travers la prairie en direction du lointain ruban d'argent du Storn qui scintille sous les étoiles. Vous atteignez bientôt une route qui longe le cours du grand fleuve à quelque distance et vous la traversez pour descendre une pente couverte de fougères plongeant vers la rive est. Alors que vous approchez du flot grondant, vous trouvez une cabane abandonnée au milieu d'un bosquet de pommiers dépouillés de leurs fruits par l'armée d'invasion. La cabane est vide, mais vous trouvez assez de foin pour rassasier votre cheval, ce qui vous décide à y faire halte pour dormir pendant les quelques heures qui vous séparent de l'aube. À moins de maîtriser la grande discipline de l'art de la chasse, vous devez prendre un repas ou perdre 3 points d'endurance. Rendez-vous 272. Bon, bah, comme on possède la grande discipline, encore une fois, on possède la grande discipline de l'art de la chasse, donc on n'a pas besoin de rayer de repas. Donc, voilà, on n'a pas besoin de tenir compte, voilà, oui, oui, de cette partie du paragraphe, donc c'est parfait. Comme ça, on peut se rendre directement au 272. Alors, vous vous levez peu avant le lever du soleil dans la froidure d'un matin glacial. Dans le clair-obscur blafard et incertain qui nimbe le fleuve et la campagne alentour, vos yeux acérés fouillent les environs à la recherche d'une présence ennemie. Hormis, à bonne distance, Tekaro et les hordes de Vorkas campés autour de ces murs, vous ne repérez aucune menace proche. Vous montez donc en selle pour rejoindre la grande route et vous dirigez vers le sud. Au bout d'un peu plus de 3 kilomètres, vous atteignez le croisement d'une large piste cendrée récemment tracée par les ingénieurs eldenoriens pour la desserte du bac militaire qu'ils ont établi sur le grand fleuve. Vous vous rappelez ce que vous a dit l'oncle de Rufus au sujet de ce bac, et vous décidez d'aller le voir de plus près. Engageant votre cheval sur la piste cendrée, vous descendez en direction d'un large radeau amarré à la berge. Le bac est gardé par 6 hommes, mais aucun d'eux ne vous prête attention. Ils souffrent visiblement tous d'une sévère gueule de bois qui les incline à réduire au strict minimum les échanges verbaux, ce qui vous convient parfaitement. Vous faites monter votre cheval sur le radeau et restez en selle, tandis qu'il est treuillé à travers le Storn par un système de poulies et de cordages. Dès qu'il a accosté l'autre rive, vous descendez à cheval une rampe de bois donnant accès à une route tracée par les Eldonoriens à travers cette partie de la forêt de Grotchod. Une fois hors de vue du bac, vous quittez la route pour vous engager sous les arbres. Très vite, vous constatez que la forêt est trop touffue pour être parcourue à cheval et vous abandonnez votre monture pour continuer votre route à pied. Utilisez la table du hasard. Ah ouais, décidément, si le chiffre que vous tirez est inférieur ou égal à 4, rendez-vous au 5. Si est supérieur à 4, rendez-vous au 166. Sachant qu'il me semble que dans la pierre de la sagesse, on avait déjà l'occasion
oui, d'utiliser un bac, oui, pour justement pour franchir la Storne du côté de tes carreaux. Il me semble que c'était ouais, ouais, c'était justement dans la pierre je crois dans le livre La pierre de la sagesse, oui, qui était le 6e livre de la volume enfin de la série Loup solitaire. Donc bon, là, voilà, si c'est pas le même b bon, là, c'est pas du tout le même bac, mais bon, c'est quand même amusant. Et voilà, ouais, ouais, voilà, oui, comme on dit, oui, oui, quand le fait qu'on retrouve certains éléments. Donc, OK, donc, alors voilà, on va lancer. Alors alors 7. Bon. Bon, comme là, il y a pas de malus, enfin, oui ou de bonus liés à de grandes disciplines, donc là, pour le moment, là, encore une fois, on peut pas savoir si c'est un résultat positif, donc, voilà, bon, là, encore une fois, là, on va le découvrir, en direct. Alors, donc, voilà, donc s'il est supérieur à 4, donc, oui, on va se rendre, du coup, on doit se rendre au 166. Touffus et imbriqués les uns dans les autres, les pins de la profonde forêt de Grotchod se disputent leur espace vital et les rayons du soleil. Et, sous leur épaisse voûte, existe un monde, existe un monde à part, humide et froid, où règne une pénombre perpétuelle. La végétation y est rare, mais le sol instable et rocailleux ne facilite guère votre progression. Pardon. Vous vous frayez péniblement un chemin à travers ce terrain difficile, conservant la direction du nord grâce à vos dons innés d'orientation caille. À midi, vous vous arrêtez pour vous reposer et consulter votre carte. Après avoir calculé votre position, vous estimez que vous allez devoir marcher 4 jours dans la forêt avant d'atteindre le Démarakil, une région de vignes et d'exploitation agricole qui s'étend entre les murs de la cité de Duadon et les rives de la Storne. À la tombée de la nuit, vous atteignez le bord d'une gorge escarpée. À moins de 100 mètres vers l'ouest, vous voyez se dresser une butte schisteuse dont la base forme une saillie au-dessus du ravin, tandis qu'à l'est, la ligne des arbres suit le bord de la crevasse sur de nombreux kilomètres. Jugeant hasardeux de tenter la descente de cette gorge abrupte dans l'obscurité, vous décidez de vous mettre en quête d'un abri pour la nuit. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'exploration et si vous avez atteint le rang de grand maître principal ou un rang supérieur, rendez-vous au 51. Vous ne remplissez pas ces conditions, allez au 294. Comme on ne possède pas la grande discipline de l'exploration, donc c'est bon, c'est déjà réglé. Et donc, oui, on va se rendre au 294. Vous vous éloignez du bord de la gorge et allez installer votre bivouac dans un creux de terrain moussu entouré par 5 grands pins. La mousse spongieuse vous fait un confortable matelas et vous ne tardez pas à vous endormir. Mais il ne s'est pas écoulé une heure qu'un puissant roulement de tonnerre interrompt votre sommeil. Porté par un fort vent d'ouest, une tempête vient d'éclater et il pleut maintenant à verse. Bien que la voûte formée par les branches des arbres qui vous entourent vous ait jusqu'à présent gardé au sec. Cependant, la haute taille de ces pins en fait aussi d'excellents conducteurs de la foudre. Vous vous levez lourdement de votre couche, l'essence encore engourdie de sommeil, quand une gerbe d'éclairs frappe soudain la cime des arbres. Dans la seconde qui suit, la foudre touche le sol, et une aveuglante déflagration bleuâtre souffle votre campement. Utilisez la table du hasard. Si vous maîtrisez la grande discipline du Nexus, ajoutez 3 au chiffre obtenu. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'art de la chasse, ajoutez-y 2. Si le résultat est inférieur ou égal à 4, rendez-vous au 67. Il va de 5 à 8, rendez-vous au 284. Il est supérieur ou égal à 9, rendez-vous au 171. Bon, on ne possède pas la grande discipline du Nexus, mais par contre, bon, là encore une fois, on a la grande discipline de l'art de la chasse, donc on peut ajouter un bonus de 2. Bon, du coup, bon, ouais, on va basculer pour le tirage de dés. Hum, ok, alors bon. Ah, 10. Oui, malheureusement, bon, il faut savoir que voilà, le 10, ça équivaut à 0. Donc, oui, oui, c'est le plus mauvais score. En l'occurrence, c'est le plus mauvais score possible. Oui, parce qu'il faut savoir que voilà, oui, oui, parce que oui, que je rappelle encore une fois, bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bon, il faut savoir que la table du hasard,
oui, justement, va de 0 à 9. Donc en lançant un des 10, on considère que le 10 équivaut au 0. Après, de toute façon, quand le 0 équivaut à un 10, généralement, oui, c'est précisé dans le paragraphe en question. Bon, là, c'est pas le cas. Donc là, ici, on considère que ça équivaut à 0. Donc c'est le plus mauvais score possible, ouais, malheureusement. Donc oui, même avec le bonus, là, de la grande discipline de l'art de la chasse, là, c'est pas suffisant pour dépasser, là, la tranche la plus basse, là, qui est de 0 à 4. Oui, comme vous allez pouvoir, le constater. Hem Ouais, voilà, si le résultat est inférieur ou égal à 4, rendez-vous au 67. Donc là, je pense qu'on va morfler à cause de la foudre. Heu, bon, alors, oui, sous la violence de l'explosion, vous êtes projeté dans les airs et vous perdez conscience. Lorsque vous recouvrez vos esprits, vous gisez à quelques mètres de votre bivouac, emberlificoté dans un amas de branches fumantes et d'éclats de pin acérés. Vous souffrez de brûlures aux jambes et à l'abdomen. Vous perdez 6 points d'endurance. Et 2 des objets contenus dans votre sac à dos sont détruits. Prenez votre feuille d'aventure et rayez 2 objets au choix dans la liste du contenu de votre sac à dos, à l'exclusion de vos vêtements de voyageur caille, puis rendez-vous au 324. Ben voilà, ouais, c'est pour ça que je disais lors du précédent live que ça peut être utile d'avoir encore des repas, même si on a la grande discipline de l'art de la chasse, parce que quand on se retrouve comme ça dans des circonstances où on perd des objets de notre sac à dos, eh ben justement, voilà, les repas, voilà, oui, les repas sont vraiment utiles, bah, voilà, oui, pour éviter justement, oui, de se débarrasser d'autres objets à leur place. Par contre, vu qu'il nous reste qu'un repas, on va quand même devoir se débarrasser d'un autre objet, donc c'est pour ça que après je vais probablement vous demander lequel. Donc alors, oui, on va aller dans notre sac à dos. Bon, voilà, déjà, je vais rayer le repas, restant. Sachant qu'on ne peut pas se débarrasser de notre tenue caille. Hem, donc ouais, bah, le choix, ouais, bah, je pense, oui, on n'a pas forcément des masses. Hem, ouais, donc ouais, ouais, oui, il vaut mieux garder, oui, vaut toujours mieux garder les potions puisque bon, voilà, oui, oui, les potions, c'est quand même ce qu'il y a de plus utile. Bon, oui, des fois, oui, pour avoir des boosts, pour avoir des boosts ou pour gagner des points d'endurance. Donc ouais, vaut mieux épargner cela, dans la mesure du possible. Donc alors, bah, je vais vous laisser le choix, alors soit on sacrifie soit la corde, soit la flûte, soit le luth. Voilà. Bah, déjà, voilà, le repas, j'ai déjà sacrifié, ça c'est fait, mais voilà, malheureusement, comme il nous restait qu'un seul repas, donc oui, on est quand même obligé de se débarrasser d'un autre objet. Donc voilà, ouais, soit la corde, soit la flûte, ou soit le luth. Voilà. Voilà. Le luth, bon, d'accord. Bon, bah, dans ce cas-là, je vais les rayer. Ceci dit, bon, c'est vrai que ça fait 2 instruments. Comme on a 2 instruments de musique, bon, c'est vrai que c'est pas, voilà, oui, c'est pas forcément bon, après, ça peut varier selon les circonstances, mais en règle générale, bon, quand on possède la grande discipline de l'art des bardes, bon, un seul est suffisant. Après, bon, je pense qu'il peut y avoir des possibilités, des fois, ouais, où on demande un instrument spécifique, mais il me semble que c'est quand même assez rare. Donc bon, c'est vrai que j'aurais été à ta place, je pense que j'aurais fait le même choix, hein. Oui, oui, pour être franc. Hem, d'accord, bon, voilà, donc ouais, tout est bon, je regarde. Donc, bah, oui, bah, continuons alors. Ah oui, j'avais oublié que oui, il faut réduire aussi qu'on a perdu 6 points d'endurance.
Ouais, qu'on a perdu 6 points d'endurance dans cette histoire. Donc oui, voilà, je le note tout de suite, je répercute. Donc ouais, là on passe, là par contre, oui, là on descend à 36 points d'endurance. Bon, espérons que, bon, qu'il nous arrive pas d'autres mésaventures similaires. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Ça, voilà, oui, y a pas, ouais, ça, y a pas de souci. Oui, voilà, ouais. Ça, je comprends. Comme je te dis, j'aurais fait le même choix, oui, à ta place, donc ouais. Donc, bon, bah, ouais, oui, on va se rendre au 324. Ok. Vous vous hâtez de rassembler votre équipement et vous gagnez rapidement le rebord de la gorge à la recherche d'un abri sûr contre l'orage. À travers le rideau de pluie se dresse la silhouette massive de la butte schisteuse. Dépourvue d'arbres et de végétation, la surface du rocher n'offre aucune protection contre les trombes d'eau qui se déversent du ciel, mais en grossissant votre vision, vous remarquez une cavité sèche et abritée du vent sous la saillie formée par sa base. Après avoir pataugé un bon moment dans la boue, vous finissez par atteindre le creux de rocher où vous vous écroulez, trempé et grelottant. Vous essorez tant bien que mal vos vêtements gorgés d'eau, puis, enveloppé dans votre manteau humide, vous vous allongez pour essayer de trouver le sommeil dans le vacarme des éléments déchaînés. À moins de maîtriser la grande discipline de l'art de la chasse, vous devez prendre un repas ou perdre 3 points d'endurance. Bon bah là encore une fois, là oui, on a vraiment du bol. Vous êtes réveillé plusieurs fois au cours de la nuit par le fracas assourdissant du tonnerre qui roule et se répercute le long de la gorge. Vous restez assis un moment pour admirer la beauté sauvage et terrifiante de cette tempête d'apocalypse, mais toute la fatigue accumulée au cours de votre longue journée de marche finit par avoir raison de vous et vous sombrez dans un sommeil agité. 1 heure après l'aube, vous vous décidez à quitter votre abri pour reprendre votre marche vers le nord. Le plus gros de la tempête est passé, mais la pluie continue à gêner votre progression. Au cours de la matinée de ce 3e jour de marche à travers la forêt, vous parvenez en vue d'une piste qui la traverse, courant du nord au sud. Les fortes pluies ont transformé ce chemin de terre en un marécage bourbeux où sont venus s'engluer plusieurs fourgons militaires eldonoriens chargés d'armes et de fournitures. Les conducteurs et soldats d'escorte de ces chariots ont provisoirement trouvé refuge sous les arbres, ce qui vous contraint à faire un léger crochet vers l'est avant de reprendre la direction du nord. Dans l'après-midi du 4e jour, vous arrivez devant une clairière proche de la lisière septentrionale de la forêt. Le sol en a été fraîchement retourné, et les souches dont il est hérissé portent les traces d'un abattage récent. En regardant cet endroit, vous sentez un étrange picotement vous agacer la nuque. Votre 6e sens Kai en est la cause, et il vous avertit que ce lieu abrite un sinistre secret. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'alchimie Kai, rendez-vous au 36. Sinon, rendez-vous au 191. Bon, ce n'est pas le cas. Voilà, oui, on ne possède pas la grande discipline de l'alchimie Kai. Donc on va être obligé de se rendre au 191. Par contre, je vais quand même vérifier si j'ai pas zappé des illustrations. Oui, voilà, oui, depuis qu'on a entamé le live. Bon, j'en ai pas très, pour pas très longtemps. J'en ai pas pour longtemps à vérifier. Ouais. Ok. Ouais. Ah, voilà, oui, il y a une illustration effectivement, ouais, ouais, que j'avais zappé tout à l'heure. Je vais vous la montrer. Oui, je vais la montrer tout de suite. Voilà. Là, c'était quand on était tout à l'heure. Là, quand on était aux alentours, là, quand on était aux alentours de Tekaro, là, quand on était allé là, près du feu, là, avec les soldats, avec les soldats eldonoriens, là, qui avaient leur campement, ouais, qui avaient leur campement sur la berge, là, voilà, si vous vous souvenez, là, de tout à l'heure. Voilà.
Bon, voilà, a priori, c'est bon. Oui, oui, il y avait pas d'autres illustrations. Là, comme ça, voilà, j'ai pu vérifier. Donc on peut continuer. Donc on peut reprendre. Voilà. Donc oui, c'est parfait. Hem, donc comme j'ai dit, on va se rendre au 191 du coup. Alors voilà. Lorsque vous pénétrez dans la clairière, votre pratique de l'intuition maniacaille vous révèle que ce lieu a été récemment le théâtre d'un crime abominable. Fermant les yeux, vous vous concentrez de toutes vos forces et, lentement, de terribles images prennent forme et commencent à défiler dans votre esprit. Sous le sol de cette clairière gisent les corps de milliers de prisonniers de guerre sloviens. Capturés lors de la chute de Tekaro, ces malheureux ont été conduits jusqu'ici par des gardes eldonoriens et sauvagement massacrés par les féroces Vorkas. Cette clairière recouvre le charnier où sont entassés leurs corps, et vous sentez planer sur elle une intense présence psychique. Une présence composée pour une grande part des émanations résiduelles des âmes des innocents suppliciés, mais aussi d'une autre chose. Une chose invisible et atrocement maléfique. Votre pouls s'accélère quand vous réalisez que cette entité démoniaque est venue se repaître des restes psychiques des prisonniers sloviens assassinés. Car elle est toujours là, toute proche, qui fait peser sur vous un danger immédiat. Vous rouvrez immédiatement les yeux et vous saisissez le mouvement fugitif d'une ombre ténébreuse glissant entre les arbres qui vous entourent. Vous tentez de vous concentrer sur cette forme incertaine quand la douleur atroce d'un terrible assaut psychique balaie vos pensées, fusant sous votre crâne comme une pointe d'acier chauffée à blanc. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'écran psychique, rendez-vous au 150. Sinon, rendez-vous au 61. Bon, bah là encore une fois, c'est pas vraiment là, c'est pas le cas, donc oui, on va être obligé, oui, on va être obligé de se rendre, oui, bah, ouais, au 191. Enfin, oui, je veux dire au 61, pardon. Ok. Malgré la souffrance qui vous vrille le crâne, vous trouvez la force d'ériger un écran psychique. Oui, dans ce qu'en oui, de ce qu'il faut entendre par écran psychique, c'est-à-dire que, oui, comme on possède pas la grande discipline de l'écran psychique, oui, on est obligé d'utiliser, sa version, ouais, oui, voilà, oui, sa version maniacaille, c'est-à-dire, oui, sa version plus faible, c'est-à-dire, voilà, oui, le simple écran psychique. Donc voilà, oui, c'est juste pour vous préciser, voilà, pour que vous croyiez, justement pour que vous ne pensiez pas que je me suis trompé de paragraphe. Donc voilà. Hem, donc oui, vous trouvez la force d'ériger un écran psychique pour repousser cette attaque inattendue, mais le temps que vous y parveniez, le cœur de votre esprit a été atteint et a subi des lésions irrémédiables. Vous perdez 4 points d'endurance. Ces lésions mentales vous font perdre la maîtrise et l'usage de l'une de vos grandes disciplines jusqu'à la fin de cette mission. Si vous arrivez vivant au terme de cette mission, vous pouvez recouvrer la maîtrise de cette grande discipline et en faire à nouveau usage dans une future aventure du second ordre Kai. Ah, ça, c'est pas cool, ça. La douleur faiblit pour ne laisser subsister qu'une sourde migraine entre vos tempes, et vos sens Sky continuent à vous hurler une brûlante mise en garde. Cette redoutable entité menace autant votre corps que votre esprit. Vous devinez sa présence plus que vous ne parvenez à la voir, mais la seule sensation de sa proximité suffit à vous glacer le sang. Et quand, pour la seconde fois, vos yeux parviennent à capter ses contours ténébreux, une terreur sans nom s'empare de vous. D'un bond, vous faites volte-face pour vous élancer aveuglément entre les arbres dans une fuite éperdue. Rendez-vous au 339. Donc, ouais, par conséquent, oui, je vais devoir vous demander quelle grande discipline, oui, on va devoir se passer pour le reste de cette aventure, du coup. Bon, sachant, bon, qu'heureusement, bon, c'est juste pour cette aventure et qu'on pourra récupérer l'usage de celle-ci dans la suivante, mais quand même. Donc, c'est pour ça que je vais vous laisser le choix. Bon, ouais, je vais vous montrer. Ouais, voilà, oui, oui, je vais vous montrer, voilà, ouais, sur l'appli. Voilà, oui, la liste de nos grandes disciplines. Alors oui, voilà, oui, pour vous demander de choisir. Là, vous avez les 8 à l'écran. Ouais, attendez, je vais faire un peu, heu, voilà, comme ça, oui, il y aura un peu l'affichage sera un peu oui, aussi, si j'enlève l'autre truc, ce sera plus facile comme ça. Voilà, bon, comme ça, vous aurez une meilleure visibilité. Alors voilà,
Bon, ça, la science médicale, ça m'étonnerait que ouais, ça m'étonnerait qu'on s'en passe vu l'utilité de celle-ci. Le pareil pour le foudroiement psychique, voilà, vu que ça nous sert pour beaucoup de combats, ouais, ça c'est pareil, c'est quasi ouais, objectivement, c'est quasi indispensable. Donc, bah, je vais vous proposer donc les ouais, les 6 parmi les 6 autres disciplines restantes. Alors, soit le contrôle animal, soit l'invisibilité, soit l'art des bardes, soit l'astrologie, soit l'intuition ou soit l'art de la chasse. Voilà, je remets sur le chat au cas où. En tout cas, l'ennemi que l'on affronte, oui, l'ennemi, oui, l'ennemi sur lequel on est tombé, là, doit être particulièrement puissant, justement, là, ouais, pour, oui, nous avoir comme ça, ouais, pour nous avoir handicapés comme ça, parce que, ouais, même si on a déjà rencontré des adversaires qui ont, oui, qui ont des pouvoirs psychiques, là, oui, ouais, ça nous a jamais fait autant de dégâts. Ah, ouais, ces derniers ne nous avaient pas fait autant de dégâts. Ouais, bon, je mets sur le chat aussi. Euh, voilà, Bard, d'accord. Euh, donc voilà, voilà, ce que je vais faire, c'est que oui, pour ouais, indiquer que bon, qu'elle n'est plus disponible juste pour cette aventure. Enfin bon, voilà, je vais pas l'effacer puisque bon voilà, c'est juste bon voilà, c'est juste une situation temporaire cette aventure. Je vais juste mettre voilà des parenthèses, voilà, des parenthèses autour, d'accord. Donc, ah bah, c'est bon. Continue, bah, voilà, donc bah, on va continuer notre progression. Ah oui, il faut pas que j'oublie aussi de noter le fait qu'on a encore perdu 4 points d'endurance. Hem, donc voilà, donc ouais, ça a bien ouh là, non, oui, ah non, oui, excusez-moi, oui, je me suis trompé, je mets sur l'habileté et non sur l'endurance. Oui, il me semblait bien que c'était bizarre. Voilà. Donc oui, on passe à 32 points d'endurance. Ça reste encore raisonnable. OK, allons-y. Hem Donc oui, oui, on va se rendre au paragraphe 339. Vous courez à perdre haleine entre les pins pour échapper à la chose innommable qui se délecte des âmes des morts. Mais le sol boueux, les branches basses, les racines saillantes et les buissons touffus hérissés de piquants acérés semblent s'ingénier à entraver votre course. Alors que vous frayez un passage au milieu d'un épais entrelac de branchages touffus, vous butez violemment contre une racine proéminente et vous sentez soudain le sol se dérober sous vos pieds. Basculez en avant et vous dégringolez vers le fond d'une ravine escarpée. Utilisez la table du hasard. Maîtrisez la grande discipline de l'exploration, ajoutez 3 aux chiffres que vous avez tirés. Si vous maîtrisez la grande discipline de l'art de la chasse, ajoutez-y 2. Si vous maîtrisez la grande discipline du Nexus, ajoutez-y 1. Si le résultat obtenu est de 0 à 4, rendez-vous au 224, de 5 à 9, rendez-vous au 307, supérieur à 9, rendez-vous au 103. Bon, ben là, au total, on a un bonus de 2 puisque, voilà, bon, dans la seule des disciplines là qui sont citées, bon, on ne possède que l'art de la chasse. D'accord, donc, alors, je lance le dé. 3. Ouais. Ouais, décidément, ouais, aujourd'hui, là, les dés sont pas trop avec nous. Bon, bah alors, donc ouais, heureusement qu'on a la grande discipline de l'art de la chasse parce que ça nous permet quand même d'aller dans la tranche du milieu, c'est-à-dire de 5 à 9, puisque bon, ouais, parce que bon, là on a ouais, que je revérifie vite fait, ouais, on avait fait 3, donc 3 plus 2, 5, donc c'est bien ça, là, oui, la deuxième
tranche, donc oui. Donc on va se rendre au 307. Vous rebondissez au pied de la pente pour aller atterrir dans une gerbe d'eau fangeuse au milieu d'une mare tapissée de rochers pointus qui stagnent au fond du petit ravin. Vous perdez 3 points d'endurance. Si vous êtes encore en vie, rendez-vous au 239. Donc ok. Donc ouais, donc je le note ouais, pour l'endurance. Oh, excusez. Voilà. Alors, 3, donc on passe à 29 du coup. Décidément, la voix depuis tout à l'heure, où on a les points d'endurance qui fondent comme neige, comme une motte de beurre au soleil en plein mois d'août, ouais. Enfin bon. Euh, ok. Donc ouais, rendez-vous oui, au 239 du coup. Vous vous relevez en titubant et vous essuyez vos yeux couverts de boue avec la manche de votre tunique. Puis, pestant contre votre malchance, vous escaladez la pente de la ravine et vous reprenez votre course à travers le sous-bois. À l'approche de la lisière nord de la forêt, vous vous arrêtez quelques minutes pour reprendre souffle. Vous jetez un regard en arrière en direction de la clairière, distante de près de 2 kilomètres, et, durant quelques courts instants, vous entendez résonner des hurlements de souffrance et des cris d'innocents suppliant qu'on les épargne. Ces affreux échos plongent votre cœur dans les affres glacés du désespoir, mais la flamme du caille qui brûle en vous vous permet de surmonter rapidement ce sentiment de désarroi. Et vous réalisez que ces cris ne sont pas réels, ils ne sont que l'effet d'une cruelle illusion, hallucination glissée dans votre esprit par la maléfique créature d'ombre. Redoublant de crainte devant l'étendue de ces sinistres pouvoirs, vous décampez sans perdre une seconde de plus. Vous émergez bientôt de la forêt de Grotchod pour vous avancer sur une crête herbeuse, dominant une vaste étendue de champs labourés et de friches courant jusqu'à l'horizon. Ce paysage correspond aux descriptions qu'on vous a faites du Démarakil, la riche région agricole qui s'étale au sud de Duadon. Et, bien que le ciel nuageux commence à s'assombrir à l'approche de la nuit, en grossissant votre vision, vous arrivez à distinguer au loin la silhouette de la sinistre capitale ennemie qui se dresse à quelques 50 kilomètres au nord-ouest. Accompagnant la chute du jour, un vent froid se lève, et la lourde pluie des jours précédents recommence à tomber. Puis recommence à tomber. Glacé par le mauvais temps autant que par votre recherche... non, pardon. Je recommence, excusez-moi. Glacé par le mauvais temps autant que par votre rencontre dans la tragique clairière, vous scrutez les environs à la recherche d'un endroit pour passer la nuit au sec. 2 abris possibles s'offrent à votre vue, chacun à environ 1 kilomètre de la crête. Une ferme et les ruines d'un ancien château. Si vous choisissez de chercher refuge dans la ferme, rendez-vous au 326. Si vous préférez vous abriter dans les ruines du château, rendez-vous au 72. Donc voilà, là vous avez le choix. Oui, soit on s'abrite dans la ferme, ou soit on choisit de le faire dans les ruines du château. Voilà. Pour boire un coup. Le château, d'accord. Donc par conséquent, oui, on va se rendre au 72. Ok. Alors, paragraphe 72. Vous descendez de la crête et vous traversez un champ en jachère pour atteindre les vestiges du château d'Emera, une ancienne forteresse eldonorienne
assiégée et détruite par les Saloniens en l'an 4417, après la création de la pierre de lune. Ses tours et son donjon ont disparu depuis longtemps, et, sous l'épaisse couche de mousse recouvrant chaque pierre, on distingue à peine les quelques pans de murailles d'enceinte qui subsistent çà et là. Vous pénétrez à l'intérieur des anciens remparts et vous découvrez une volée de marches recouvertes de glaise qui descendent jusqu'à une chambre de pierre souterraine suintante d'humidité, mais au moins à l'abri de la pluie diluvienne. Ces parois disparaissent sous une profusion de plantes parasites, de mousse et de champignons. Par curiosité, vous examinez de plus près cette végétation et, à votre grande surprise, vous découvrez une touffe d'herbe de l'Omspoor dissimulée au milieu des autres plantes. Il y en a une quantité suffisante pour réaliser 2 doses de potion de l'Omspoor. Chaque dose permet de récupérer 4 points d'endurance lorsque vous l'absorbez après un combat. Bon, bah, je vais le noter tout de suite, puisqu'en plus on a la place sur le sac à dos là, avec les objets que l'on a perdus tout à l'heure. Donc finalement, bon, ouais, ouais, finalement, oui, bon, finalement, ouais, ça n'a pas été trop si pénalisant que ça, à part la perte de points d'endurance. Là, c'était quand il y avait eu l'orage, là, quand on avait été frappé par la foudre tout à l'heure, mais bon. Alors, donc, ouais, voilà, je vais noter tout de suite. On va pas noter la description, puisque bon, ça, on les connaît. D'accord. Voilà, oui, oui, si je vous montre aussi, oui, voilà, oui, j'ai fait les rajouts. Donc là, on a tous les emplacements d'autres objets oui, tous les emplacements d'autres sacs à dos, là, ouais, qui sont occupés. Mais là, au moins, l'avantage, c'est que là, on a un bon stock de potions. Là, je fais le calcul. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, oui, c'est parfait. Je pense que ouais, je commencerai à en utiliser lors du prochain combat. Euh, voilà, ok. Bon, ouais, donc c'est bon. Donc je peux reprendre le paragraphe, par conséquent. Regaillardi par cette découverte inattendue, vous vous couchez dans le coin le plus sec de la pièce et vous vous abandonnez au sommeil. L'écho du roulement sourd des roues de lourds chariots vous réveille au petit matin. La pluie a cessé pendant la nuit, et les ruines sont maintenant baignées par les rayons d'un chaud soleil automnal qui filtre entre les déchirures des nuages. Vous remontez de votre abri et vous scrutez la campagne alentour pour apercevoir, à environ 1 kilomètre vers le nord, la ligne d'une route détrempée parcourue dans les deux sens par des colonnes de fourgons militaires eldonoriens. Grossissant votre vision, vous constatez que les chariots qui roulent vers le sud-est et la Storne sont lourdement chargés, tandis que ceux qui se dirigent vers Duadon voyagent pour la plupart à vide. Si vous voulez aller jusqu'à la route pour essayer de vous faire prendre à bord d'un fourgon jusqu'à Duadon, rendez-vous au 247. Si vous préférez attendre que la route soit libre pour la suivre à pied jusqu'à la cité ennemie, rendez-vous au 196. Donc voilà, là, le nouveau choix qui se... Oui, le fourgon, bon bah d'accord. Donc bah oui, on va se rendre au 247 alors. Vous vous placez sur le bord de la route et vous faites signe au conducteur du premier chariot vide qui vient à passer. L'homme ralentit son attelage et l'immobilise à votre hauteur en tirant avec énergie sur les rênes. Puis, appuyant avec le pied sur le frein du chariot, il penche vers vous une face rougeaude, fendue d'un sourire aussi large qu'ébréché, et vous demande Eh ben, l'éclaireur, où qu'est passé ton cheval? Il a perdu un fer et s'est esquinté une patte, répondez-vous. Je l'ai laissé dans une ferme par là-bas. Faut que je rentre à Duadon pour expliquer ça à mon capitaine. Bah, mon vieux, je voudrais pas être dans tes bottes. Ricane l'aide du cocher qui est assis à ses côtés. Pas t'esquinter ou pas, pour avoir perdu ton canasson, l'armée va te faucher au moins 1 an de solde. Tu peux leur faire confiance à ces vaches. Et les deux hommes éclatent d'un rire gras et peu charitable à votre égard, mais ni l'un ni l'autre ne semble mettre en doute votre histoire. Allez, mon gars, grimpe à l'arrière, on t'emmène, vous lance le conducteur hilar entre deux hoquets, attendant que vous soyez monté pour faire claquer son fouet sur la croupe de ses bêtes. Rendez-vous au 270.
Bon, pour le moment, il me semble que là, c'était pas si mal. Là, voilà, les choix tant que les choix que pour le château que, voilà, avec le château pour le reste. Mmh. Alors, paragraphe 270. Vautrez à l'arrière du fourgon vide. Vous passez les 3 heures qui suivent à regarder défiler les fermes et les vignes du Démarrakil en vous laissant bercer par le martèlement régulier des sabots du puissant attelage sur la grande route de Duadon. Mais à l'approche de la cité ennemie, vous vous redressez pour observer d'un œil plus attentif les mouvements de troupes et de fournitures. Bientôt, vous arrivez en vue des murs sombres de la ville, et votre fourgon ralentit pour rejoindre une longue queue d'autres véhicules attendant de franchir la porte sud. Au loin, sur la gauche, vous remarquez une longue colonne de chariots roulant vers la porte ouest, chargée de minerais et de bois d'abattage, matière première destinée aux armureries de Duadon. Sur la droite, une file apparemment sans fin de Vorkas se déverse de la porte ouest et marche vers le Storn. Votre sixième sens vous dit qu'il faut renforcer l'armée eldonorienne qui assiège Vareta. Tandis que votre fourgon avance peu à peu vers la porte, vous laissez vos yeux courir le long des sombres murailles et des tours menaçantes des remparts. À travers à travers la herse qui commande l'étroite arche voûtée du portail, vous pouvez apercevoir quelques pans de bâtiments sales enveloppés. Attendez. Enveloppés de nuages de fumée noire. L'atmosphère de la cité semble aussi lugubre qu'inhospitalière. À l'intérieur des hauts murs de son enceinte fortifiée, la capitale d'Eldenor résonne du fracas incessant des marteaux pilons et du ronflement des fours géants. Sous l'égide de Vandiane, Duadon s'est métamorphosé en une sorte d'énorme machine, une gigantesque et terrifiante usine vouée à la guerre et à la production monstrueuse de ces hordes conquérantes de Vorkas. Enfin autour de votre chariot d'entrer sous le porche où il s'immobilise à la hauteur de 2 gardes cuirassés. Ouais, c'est vrai que ça fait penser dans Le Seigneur des Anneaux avec Saruman, quand justement, oui, voilà, oui, il rase les forêts et puis il crée oui, de gigantesques industries bon, pour forger des armes et des armures pour ses troupes d'Urukai. Et voilà, bon, ça c'est pour ça. Voilà, petite parenthèse. C'est enfin au tour de votre chariot d'entrer sous le porche où il s'immobilise à la hauteur de 2 gardes cuirassés. Les cerbères échangent quelques mots avec le conducteur, puis ils viennent à l'arrière du véhicule et demandent à voir vos ordres de mission. Lorsque vous leur répondez que vous les avez perdus, ils froncent les sourcils d'un air soupçonneux et vous ordonnent de descendre du fourgon. Tu perds ton cheval, tu perds tes ordres, c'est beaucoup de négligence, soldat, lance sarcastique le plus grand des deux. Remarque, on n'est pas des gens bornés. Si tu avais des arguments assez convaincants à nous offrir, suggère insidieusement l'autre, on pourrait peut-être se montrer indulgent. Qu'est-ce que t'en dis? Ces 2 sentinelles vous invitent on ne peut plus clairement à leur verser un pot de vin pour qu'ils consentent à fermer les yeux sur votre négligence. Et si ce pot de vin est à la mesure de la cupidité que vous pouvez lire dans leurs yeux chafouins, son prix promet d'être exorbitant. Si vous possédez le calice de Tekaro, rendez-vous au 296. Si vous n'êtes pas muni de cet objet spécial, rendez-vous au 159. Non, justement, c'est pas le cas. Donc, ouais, bah, par conséquent, on va être obligé de se rendre au 159 et visiblement de casquer. Euh, Est-ce qu'une dotation de quelques pièces d'or, à l'intention des gardes invalides et nécessiteux, cela va de soi, pourrait vous convaincre de fermer les yeux devant mes erreurs? Hasardez-vous en choisissant vos mots avec circonspection. Eh bien, cela dépend simplement du montant de la dotation, mon ami, réplique le plus petit des 2 gardes en imitant votre ton apaisant. Et son grand compère préfère visiblement les échanges plus directs. Écoute, soldat, grogne-t-il, pas la peine de finasser. Tu nous allonges 10 pièces d'or ou on te colle au cachot et on jette la clé. C'est pas compliqué, gros malin. Tu payes ou on te boucle. Si vous possédez 10 pièces d'or et si vous acceptez de les donner aux gardes, rendez-vous au 45. Si vous n'avez pas cette somme ou si vous décidez de ne pas payer, rendez-vous au 141. Donc là, vous avez le choix, bon, sachant que oui, bon, oui, on a de l'or. Donc vous de savoir si on accepte de payer 10 pièces d'or ou non.
Voilà, comme ça, oui. Vous avez le choix, oui, voilà, oui, si on accepte de, leur donner un pot de vin de 10 pièces d'or ou, voilà, ouais, ou oui aussi on refuse, on paye. Ouais, bah, d'accord. Donc, bah, oui, on va se rendre au paragraphe 45. Bon, bah, auparavant, je vais déduire les 10 pièces d'or. Oui, 10 pièces d'or de votre total. Attendez. OK, donc c'est bon. Alors, donc oui, je déduis alors oui, les 10 pièces d'or. Bon, sachant qu'on en avait 28 quand on a démarré notre aventure, donc voilà. Donc il va nous en rester 18. Ça reste encore raisonnable. Donc voilà, on peut reprendre. Donc oui, on va se rendre, oui, au 45 du coup. «Bon d'accord, je vais payer», soupirez-vous. Sans perdre de temps, les gardes font signe au fourgon de passer. Ils abaissent la herse derrière. Oui, ils abaissent la herse derrière lui, et sans se soucier de leurs protestations, ils ordonnent aux autres de patienter pendant qu'ils vous escortent au poste de garde. Vous commencez à redouter qu'ils aient changé d'avis, et décidez de vous jeter au cachot sans autre forme de procès. Le plus grand des gardes vous rassure vite. T'inquiète pas, mon gars, vous glisse-t-il à mi-voix. On va juste dans un coin plus discret. Pas la peine que tout Duadon soit au courant de notre petites affaires. Suivez les sentinelles dans le poste de garde aménagé dans l'épaisseur de la muraille, et vous longez un corridor jusqu'à une chambre vide dont le mur opposé comporte une petite porte voûtée. Vous donnez alors les 10 pièces d'or au grand garde. N'oubliez pas de les rayer d'autres feuilles d'aventure, bon bah ça c'est déjà fait. Après les avoir recomptées avec soin, il fait signe à son compère de déverrouiller la porte qui s'ouvre sur une ruelle tranquille, courant à l'ombre de la muraille sud. Allez, bon vent, soldat, vous souhaite le grand échalas, en vous poussant dehors d'une bourrade. La petite porte se referme avec un bruit sourd derrière vous, et vous entendez la clé tourner dans la serrure. Vous vous éloignez le long de l'étroite venelle, en direction du porche. Dissimulé dans l'ombre de la ruelle, vous observez la place pavée qui donne sur la porte sud pour constater qu'on a relevé la herse et que le flot de la circulation s'écoule à nouveau. Les chariots font résonner leurs roues cerclées de fer sur les pavés de la place avant de s'engager dans une large artère baptisée avenue de l'Étendard et conduisant à Skulltor, la forteresse de Vandiane qui se dresse au centre de la cité. Vous vous rappelez les instructions de Guignan, précisant que vous trouverez vos contacts rue des Flancs, dans le quartier nord de la cité. Comme vous êtes à la porte sud de Duadon, vous vous engagez sur la place et vous suivez la file des chariots qui roulent vers Skulltor, supposant que c'est le plus court chemin pour atteindre les quartiers nord. Mais à l'entrée de l'avenue de l'Étendard, vous êtes refoulé par des gardes armés grognant que la voie est exclusivement réservée à l'usage des fourgons de fourniture et interdite aux piétons. Sans vous laisser abattre, vous vous mettez en quête d'un autre chemin. Deux autres voies partent de la place de la porte de sud pour s'enfoncer entre les bâtiments noirs de Suie. L'une file vers l'est, le cours de l'Osselet, l'autre est orientée vers l'ouest, rue du Chaudron. Si vous choisissez de suivre le cours de l'Osselet, rendez-vous au 257. Si vous préférez vous engager dans la rue du Chaudron, rendez-vous au 301. Voilà, là vous avez encore le choix. Voilà, oui, soit oui, on choisit oui, la direction de l'est ou en empruntant le cours de l'Osselet, ou soit vers l'ouest, oui, par la rue du Chaudron. Rue du Chaudron, d'accord. Eh ben donc oui, par conséquent, on va se rendre au 301. La rue vous mène jusqu'au pied d'une tour de guet carré qui se dresse à la jonction des murs d'enceinte sud et est de Duadon. En s'approchant de la tour, vous remarquez une échoppe de charron au coin de la rue. Plantée sur le seuil de la boutique,
Un jeune apprenti au visage crasseux vous salue au passage et s'efforce d'attirer votre attention. Votre régiment a besoin de nos services, monseigneur demande-t-il d'une voix aiguë. Vous secouez la tête et reprenez votre marche, mais le gamin vous retient par la manche et insiste, vous proposant d'entrer dans l'atelier de son père pour juger par vous-même de la qualité de son travail. Si vous voulez visiter l'atelier du Charron, rendez-vous au 222. Sinon, vous pouvez continuer de suivre la rue du Chaudron en allant au 81. Alors vous avez le choix, oui, soit on visite l'atelier, ou soit on continue notre chemin le long de la rue du Chaudron. Alors bon, bah, dans ce cas-là, bon, bah, très bien, bah, l'atelier, bon, dans ce cas-là, donc ouais, oui, on va jeter un coup d'œil à celui-ci. Et donc, ouais, donc, oui, on va se rendre au paragraphe 222. Et des roues en bois de toute taille et à différents stades d'achèvement s'empilent sur le plancher de l'atelier, au milieu de plusieurs ouvriers en train de s'activer sur leur établi et leur tour, et de quelques ouvrières penchées sur des cuves d'eau bouillante où elles plongent et mettent en forme des pièces de bois fraîchement taillées. En vous voyant entrer, le patron vient à votre rencontre et vous demande avec un sourire affable ce qu'il peut faire pour vous servir. Écoutez, mon brave, je n'ai pas l'intention de vous acheter des roues, mais je vous serais très reconnaissant si vous pouviez m'indiquer comment me rendre rue des Flancs. On m'a dit qu'elle se trouvait dans le quartier nord. Utilisez la table du hasard. En cette occasion, 0 égale 10. Ouais, c'est un peu comme je vous disais tout à l'heure, où il y a des fois où, voilà, oui, en tirant un 0, bon, en l'occurrence, voilà, bon, le 10 au dé, eh ben oui, ça équivaut bien à 10. Alors, bon. Oui, si le résultat est inférieur ou égal à 3, rendez-vous au 232. Et supérieur à 3, le charron refuse de vous renseigner et vous flanque à la porte. Il ne vous reste alors qu'à continuer votre chemin. Rendez-vous au 81. Bon, bah, on va déjà tirer les dés. Enfin, lancer le dé, ouais. Ok, je le fais. Alors, 8. Ah bah décidément, on n'a pas de bol. Décidément, oui, à chaque fois qu'on lance, c'est pratiquement toujours ah oui, le score qu'il ne faut pas. Bon. Ah, c'est comme ça, il y a certains jours. Donc voilà, ouais, s'il est supérieur à 3, le charron refuse de vous renseigner et vous flanque à la porte. Il ne reste alors qu'à continuer votre chemin. Rendez-vous au 81. Bon. Vous arrivez au bout de la rue du Chaudron et vous tournez à gauche au pied de la tour de guet pour vous retrouver dans une artère, l'avenue des Flancs, ainsi que l'indique un panneau surmonté d'une plaque de cuivre en forme de galion au voile bombé qui marque le début du quartier est de Duadon. Vous remontez l'avenue d'un bon pas, dépassant des boutiques de prêteurs sur gage, des ateliers de fabricants de voitures, de cordiers et d'artisans divers avant d'atteindre une place où débouche la porte est de la cité. Ok, je vérifie juste que bon que c'était le bon paragraphe, ouais. Euh, une longue colonne de Vorkas traverse la place et sort de la ville en franchissant la porte, encadrée par de jeunes officiers frais et moulus à cheval. Vous vous arrêtez pour laisser passer les Vorkas, et vous remontez leur colonne du regard, le long d'une rue animée qui s'enfonce vers le centre de Duadon et vous laisse apercevoir, émergeant à quelques 500 mètres de distance d'un rideau grisâtre de fumée acide, la silhouette menaçante de Skultor. C'est de la forteresse que les Vorkas émergent, versant un répugnant flot verdâtre des bâtiments des nouvelles armureries que Vandiane a fait récemment adjoindre à sa place forte. Préférant dans l'immédiat éviter les parages de la forteresse,
Vous décidez de continuer votre chemin le long du mur des flancs, dans l'espoir qu'il vous mène à la rue des flancs. Vous traversez la place en profitant d'un écart entre deux rangs de vorkas et vous poursuivez votre route en direction du nord de la cité. Vous atteignez bientôt une nouvelle tour de guet, érigée à l'angle nord-est des remparts, et votre morale fait un bond lorsque vous apercevez un panneau surmonté d'une étoile d'argent, car ce signe indique que vous allez pénétrer dans le quartier nord. Et vos espoirs retombent aussitôt que vous déchiffrez l'inscription gravée au-dessous du symbole, car elle signifie Allée de la tour nord. Un atelier de souffleur de verre est installé à l'angle de cette rue, et ses portes grandes ouvertes laissent voir plusieurs maîtres ouvriers en plein travail, étirant et façonnant avec des gestes d'artistes des boules de verre en fusion. Si vous voulez entrer dans cette échoppe pour demander la direction de la rue des Flancs, rendez-vous au 186. Si vous préférez explorer l'allée de la tour nord, rendez-vous au 123. Donc voilà, encore un nouveau choix qui se présente à vous. Euh, voilà, oui, soit on entre dans les shops oui, pour demander la direction de la rue des Flancs, ou bien oui, on continue d'explorer l'allée de la tour nord. L'atelier, bon, d'accord. Attendez, ah oui, oui, ah non, non, oui, ça c'était la réponse de tout à l'heure. Désolé, désolé. Donc voilà, oui, c'est de savoir, oui, si on se rend dans les shops ou si on continue, oui, on préfère continuer d'explorer l'allée de la tour nord. D'accord. Donc bah, par conséquent, bah, oui, on va entrer dans les shops pour demander la direction de la rue des Flancs. Et donc, oui, on se rend au 186. Alors, ouais. La chaleur suffocante qui règne à l'intérieur de l'atelier vous frappe de plein fouet lorsque vous franchissez son seuil. Un des ouvriers vous fait signe d'attendre un moment, le temps qu'il apporte la dernière touche à une petite boule de verre. Des centaines de boules semblables s'alignent sur des étagères, et lorsque vous en prenez une pour l'examiner, vous découvrez avec horreur qu'elle est remplie d'un mélange volatile de naphte euh, et de phosphore. Les souffleurs de verre fabriquent des bombes au phosphore pour l'armée de Vandiane, et il y en a assez pour raser une petite ville. Si vous voulez prendre discrètement une de ces bombes au phosphore, inscrivez-la sur votre feuille d'aventure dans la liste des objets que vous rangez dans votre sac à dos. Troublé par cette sinistre découverte, vous décidez de ressortir sans attendre que le souffleur ait achevé sa tâche. Rendez-vous au 34. Donc je vais juste poser la question de savoir si on prend une bombe au phosphore ou non, et si on en prend une avec nous. Sachant que dans ce cas-là, je serai obligé de me débarrasser d'une des potions de l'Omspour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse le choix. Prendre, d'accord. Euh, Ok, donc oui, bah, je vais troquer une potion de l'Omspour. Attendez, oui, que je passe justement contre oui, contre la bombe au phosphore. Très bien. Donc voilà, je vais noter. Voilà, c'est fait. Donc oui, on va se rendre oui, au 34, sachant qu'il va y avoir une illustration dans ce paragraphe. Euh, Vous quittez la verrerie et vous tournez à l'angle de l'allée de la tour nord. Vous y découvrez une vingtaine d'échoppes minables proposant, pour l'essentiel, des armes individuelles et des armures de médiocre qualité, à l'exception de l'une d'elles qui semble s'être spécialisée dans l'importation d'équipements réalisés par les meilleurs artisans de tout le Maniamound.
En contemplant sa vitrine, vous tombez en arrêt devant une superbe collection d'arcs siennois et de fines lames de Lourdaine. Si vous désirez entrer dans cette armurerie, rendez-vous au 237. Si vous préférez poursuivre votre chemin le long de l'allée de la tour nord, rendez-vous au 147. Moi, je vais vous montrer l'illustration du paragraphe en attendant que vous faites le choix de savoir oui, si on entre dans l'armurerie ou non. Euh, voilà avec l'illustration, oui, voilà des étagères de l'armurerie en question. Voilà, comme ça de savoir, oui, si on jette un coup, oui, si on jette un coup d'œil. D'accord, bon, bah d'accord, bon, dans ce cas-là. Euh, alors, voilà. Euh, donc, on va se rendre dans l'armurerie, du coup. Et donc, aller au paragraphe 237. L'odeur âcre du métal poli et huilé assaille vos narines lorsque vous franchissez le seuil de la petite boutique. Assis sur un tabouret à côté de son comptoir, le maître des lieux vous accueille d'un hochement de tête approbateur, tandis que vous entreprenez de passer en revue les armes alignées sur leur étagère. Derrière lui, une affiche clouée au mur indique les prix des divers articles. Flèche, une pièce d'or. Voilà, oui, une pièce d'or, oui, par flèche, oui, la pièce, c'est-à-dire oui, par flèche. Alors, des poignets, alors oui, alors il y a le poignard pour 3 pièces d'or, un bâton pour 3 pièces d'or, une lance pour 5 pièces d'or, glaive pour 6 pièces d'or, voilà, une hache pour 6 pièces d'or, masse d'armes, oui, 6 pièces d'or, bon, épée, bon, pas la peine, puisque bon, on est déjà équipé là-dessus, marteau de guerre, 7 pièces d'or, arbre 9 pièces d'or, arc 10 pièces d'or, bon, l'arc, bon, c'est pareil, on a déjà un. Par contre, voilà, si vous n'êtes pas intéressé par les armes, peut toujours vous demander si vous souhaitez oui, que l'on achète des flèches supplémentaires. Bon, sachant qu'on a un carquois qui est vidé, sur les 3 carquois que l'on possède, bon, il y en a un qui est vidé, oui, il manque 3 flèches, mais bon, voilà, c'est pas une obligation si vous estimez qu'on a suffisamment de flèches. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous pose juste la question si vous voulez qu'on le reprenne des flèches ou non. Et voilà, mais bon, c'est clair que c'est clairement pas une obligation. Après voilà, si jamais après oui, vous voulez changer la lance contre une autre des autres armes, oui, une des autres armes qui sont proposées, bon après voilà, là c'est pareil, c'est aussi votre choix, votre discrétion. Voilà. Rien? D'accord, bah, y a pas de souci. Donc je continue. Bon, si vous désirez acquérir un des plusieurs objets plusieurs des objets de cette liste, n'oubliez pas de modifier en conséquence votre aventure. Bon, ça sera pas le cas. Bon, avant de quitter les shops, vous demandez au propriétaire s'il connaît le chemin qui mène à la rue des Flancs. L'homme ne peut vous répondre car il est muet. Cependant, il désigne sa porte du doigt, puis la gauche. Vous le remerciez, vous sortez de l'armurerie et vous continuez votre route le long de l'allée de la tour nord. Rendez-vous au 147. Bon, au moins, ouais, on a quand même déjà notre direction. Déjà pas si mal. Alors, paragraphe 147. L'allée prend fin sur une place entourée d'arbres qui borde le poste de garde de la porte nord de la cité. Au centre de la place se dresse un poteau en fer muni de flèches indiquant les rues qui rayonnent comme les branches d'une roue. Votre cœur fait un bond lorsque, au milieu des autres noms, vous découvrez celui de la rue des Flancs et vous traversez rapidement la place dans sa direction. En entrant dans la rue, vous remarquez une grande enseigne verte suspendue un peu plus loin au-dessus d'une boutique. Une enseigne en forme de tonneau qui annonce Coopérative vinicole de Duadon.
Vous voilà enfin parvenu à destination, constatez-vous en réprimant un cri de victoire. Et sans hésiter, vous poussez la porte de l'établissement pour entrer. Rendez-vous au 200. Bon. Alors, paragraphe 200. Le magasin est rempli du sol au plafond de tonneaux, cuves, futailles, tonnelets et autres récipients de toutes formes et tailles. Ils forment un véritable mur autour d'un homme de large carrure, aux cheveux gris et clairsemés, qui s'active à fixer un cercle de métal sur le pourtour d'une barrique à eau en fin d'assemblage. Vous vous approchez et vous lui demandez s'il se nomme Ulsta. Ouais, c'est moi Ulsta, soupire-t-il d'une voix lasse. Et vous pouvez retourner dire au capitaine Zarm que ses fûts seront prêts demain midi, comme convenu. Mais ce n'est pas le capitaine Zarm qui m'envoie, protestez-vous d'un air mi-amusé, mi-embarrassé, qui provoque le fou rire du tonnelier. Puis reprenant son sérieux, il vous prie d'excuser sa méprise avant d'ajouter « Eh bien, soldat, que puis-je faire pour vous ?»« Je cherche un tonneau d'un type particulier, d'un type tout à fait particulier. Il faut que ce soit un tonneau en chêne du Sommerlund. » Voilà, oui, qui est indiqué en italique. Le visage ridé de l'homme s'éclaire d'un franc sourire. Ah, ma foi, je suis sûr de pouvoir vous trouver ce qu'il vous faut, répond-il en hochant lentement la tête, avant de se tourner vers le fond de l'atelier où travaille un de ses apprentis. Hé, Jacou, le hèle-t-il, viens donc finir cette barrique. Je vais faire visiter la maison à ce client. On va en avoir pour un moment, alors je compte sur toi pour que tout tourne bien en mon absence. Rendez-vous au 115. Vous vous rappelez, oui, c'était justement le mot de passe. Voilà, oui, un tonneau en chaîne du Sommerlun. Là, oui, oui, qu'on nous avait indiqué en début d'aventure, Guignan, justement. Oui, oui, pour indiquer que, oui, ouais, parce que bon, sachant que là, le couple en question, bon, censé être, voilà, oui, des agents infiltrés, oui, oui, de Guignan le Sage, intérieur du Duadon. Donc voilà, voilà, c'était le mot de passe, ouais, voilà, c'était le fameux mot de passe en question, bon, ouais, bon, qu'il nous a dit, bon, de leur transmettre au moment où on faisait leur rencontre, donc là, c'est le cas. Donc, bah, là, oui, on va se rendre au 115. Vous suivez le tonnelier dans le fond du magasin et vous franchissez une porte ouverte sur une cour intérieure. Au bout de la cour se dresse une vaste construction en bois à un étage. Le rez-de-chaussée est aménagé en atelier, tandis que le premier sert d'habitation à Ulsta et à sa femme. Enfin, oui, et sa femme, pardon. Une volée de marches de fer vous mène sur le seuil de ce logement, où Délissa accueille son mari d'un tendre sourire qui s'efface aussitôt qu'elle vous aperçoit derrière lui. Qu'est-ce qu'il te prend de faire monter des clients ici? Tu peux pas régler les affaires de la boutique dans la boutique? Proteste-t-elle. Allons, ne te fâche pas, ma belle, réplique Ulsta d'une voix apaisante, et ne te fie pas aux apparences. Ce client est l'ami que nous attendions. L'envoyé de Guignan, un seigneur Kai qui arrive tout droit du Sommerlun. Pareil, Shir, pardonnez-moi, monseigneur, exclame Délissa en rougissant. Oubliez tout ce que je viens de dire, je vous en prie. Je suis très honoré de vous rencontrer. Et je le suis aussi, ajoute Ulsta avec enthousiasme. En fait, nous sommes d'autant plus heureux de vous voir que vous arrivez juste à temps. Puis il vous demande pourquoi vous portez un uniforme d'éclaireur eldenorien, ce qui vous amène à narrer les péripéties de votre voyage mouvementé. Lorsque vous avez fini, votre hôte vous informe de l'évolution de la situation dans la capitale ennemie. Le nombre de Vorkas sortant de Skulltor s'est énormément accru au cours des 7 derniers jours, et le pouvoir de Vandian semble augmenter d'heure en heure. S'inquiète-t-il. Monseigneur, nous devons nous introduire dans Skulltor et détruire les runes cette nuit. Uvareta va tomber. C'est le moment jamais ou c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Vandian et les runes d'Agarash sont réunis au même endroit, ce qui les rend vulnérables. Une telle occasion ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Fort bien, je ferai donc ce qui se doit être fait. Mais comment vais-je pénétrer dans Skulltor? Demandez-vous. J'ai pu voir la forteresse de Vandian et elle semble redoutable. N'ayez crainte, monseigneur, vous rassure Ulsta d'un air confiant. Il existe un chemin secret qui permet d'entrer dans la place. C'est un ancien passage, oublié de tous, ou presque. Je vais vous montrer. Rendez-vous au 338.
D'ailleurs, oui, je vais vous montrer, il y a une illustration, voilà, de ce paragraphe. Vous allez voir le fameux couple de tonneliers, là, en question. Donc comme ça, oui, vous allez pouvoir voir à quoi il ressemble. Voilà. OK. Oui, bah, je vais me rendre, oui, on va se rendre au 338. Alors, Ulsta se dirige vers une bibliothèque, se penche pour ouvrir un panneau secret dissimulé dans son socle et en retire un vieux rouleau de parchemin. Délissa s'empresse de dégager un espace sur la table servant au repas, et son mari y déroule avec précaution le parchemin jauni et craquelé. L'un de mes ancêtres était un des architectes qui ont participé à la construction de Skultor, explique Ulsta. Voici les plans originaux de la forteresse, les seuls qui existent encore aujourd'hui. L'encre du manuscrit s'est en grande partie effacée au fil des siècles, mais les éléments encore déchiffrables constituent à eux seuls une inestimable mine d'informations. Ulsta désigne le périmètre du donjon intérieur de la forteresse, la grande arche de l'entrée, ainsi que les emplacements de plusieurs chambres souterraines. Il attire également votre attention sur deux éléments dignes du plus grand intérêt. La présence d'une rivière souterraine qui passe exactement sous la place forte, ainsi que celle d'une série de tunnels reliant Skultor pour déboucher dans la cité par des issues depuis longtemps oubliées. Ces passages secrets, destinés à permettre une fuite rapide, avaient été creusés sur l'ordre du prince Giokara, le seigneur qui avait fait édifier Skultor. Depuis lors, nombre d'entre eux ont été scellés ou se sont écroulés dans la rivière. Il en subsiste encore un qui court sous le quartier nord, explique le tonnelier en suivant du doigt son tracé sur le plan. Nous pouvons accéder à ce souterrain depuis la cave d'une boutique qui se trouve à un angle de la place Silane. Je propose que nous y allions, oui, je propose que nous y allions dès cette nuit. Je vous guiderai par ce chemin jusque dans Skultor, et une fois dans la place, je vous attendrai dans le tunnel pendant que vous accomplirez votre mission. Quand vous en aurez fini, vous me rejoindrez et je vous ferai sortir des souterrains pour vous conduire en sûreté, hors de la cité. Qu'en dites-vous? Vous dites que ce plan vous paraît excellent à tout point de vue, à la grande joie de Ulstad dont le visage tanné se fend d'un large sourire. Et il vous avoue alors à quel point il peut haïr Vandiane pour tout le mal qu'il a déjà fait et menace de faire, et combien il est heureux de pouvoir ainsi contribuer à la chute du tyran Oni. Avant de vous mettre en route, il vous demande de lui accorder quelques minutes pour se changer. Pendant qu'il s'éclipse dans la chambre conjugale pour se débarrasser de ses vêtements de travail, Délissa vous demande si vous ne voulez pas visiter leur atelier. Nous possédons toutes sortes d'outils, précise-t-elle, et il y en a peut-être parmi eux qui pourraient vous être utiles dans votre mission. Nous serions heureux de vous offrir tous ceux que vous pourrez juger bon d'emporter. Si vous acceptez de visiter l'atelier, rendez-vous au 79. Si vous préférez décliner la proposition de Délissa, rendez-vous au 19. Donc ben voilà, encore une fois, voilà, on va nous demander oui, si on choisit de visiter l'atelier ou non. Bon, bah, d'accord, donc on va accepter de visiter l'atelier et on va se rendre au 79. Hem, ah, oui, justement, il y a encore une autre illustration avant de tourner au 79. Bah, ouais, des illustrations sur 2 paragraphes de suite, bah, je vais vous la montrer. Voilà, justement, avec Ulsta là qui nous l'illustration de Ulsta là qui est en train, de nous montrer la carte, oui la carte, enfin oui les plans de la forteresse de Skullthorn.
Voilà. Donc, ouais, maintenant, ouais, on va se rendre donc au paragraphe 79. Vous descendez avec Délissa dans l'atelier du rez-de-chaussée et elle vous invite à faire votre choix parmi un assortiment d'outils suspendus au mur par des crochets. Alors, bon, vous avez le choix. Alors, attendez, ouais, je vérifie quelque chose par contre. Alors, le choix, oui, soit entre un marteau, hem, voilà, oui, oui, un marteau et des pinces. Oui, sachant que c'est un même objet. Bon là, c'est mal indiqué là, si vous voyez à l'écran, mais je me réfère à la VO, justement pour, être sûr de pas me tromper. Alors donc, ouais, enfin, ouais, vous avez le choix, oui, soit un marteau, enfin, vous avez le choix entre un marteau, des pinces, bon, là, la corde, c'est pas la peine puisqu'on en a une. Hem, voilà, un pic, des tenailles, un rabot, voilà, une hache et une scie. Bon. À l'exception de la hache, tous les objets ci-dessus sont arrangés dans votre sac à dos. Si vous désirez en emporter un ou plusieurs, modifiez votre feuille d'aventure en conséquence. Votre choix effectué, vous remontez au salon avec des dessins vous rendant au 19. Donc voilà, le choix entre marteau et enfin oui, d'ailleurs c'est pas non plus une obligation, de prendre ces objets donc voilà, là encore une fois, c'est voilà, le choix est à votre discrétion. Donc voilà, ouais, le choix entre marteau, pince, pic, tenaille, rabot, hache ou scie. Rien? D'accord, mais voilà, il y a pas là encore une fois, voilà, il y a oui, il y a pas de souci là-dessus. Donc bah, par conséquent, donc oui, on va se rendre au 19. Oui, donc oui, votre choix effectué, vous remontez au salon avec Délissa en vous rendant au 19. D'accord. Pendant que vous attendez le retour de Ulsta, Délissa vous offre une appétissante collation agrémentée d'une coupe du meilleur vin du Démarakil. Vous acceptez avec joie de déguster ce divin nectar doré et légèrement pétillant, et de savourer quelques-unes des succulentes pâtisseries confectionnées par votre charmante hôtesse. Une fois rassasié, il reste dans le plat l'équivalent de 2 repas, que Délissa vous propose d'emporter dans votre expédition. Bon bah là, vu qu'on peut pas, là, oui, vu qu'on peut pas, vu qu'on a plus la place dans notre sac à dos, donc bon, je pense oui, vaut mieux garder les potions, oui, plutôt que les balancer pour des repas, puisque bon, ouais, voilà, ouais, donc je pense oui, il vaut mieux s'en passer, donc c'est pas un souci. Hem, Au bout de quelques minutes, Ulstar réapparaît dans le salon, vêtu d'une tenue plus appropriée que la précédente à l'exploration de galeries souterraines et muni d'un rouleau de corde et d'une lanterne sourde. Rendez-vous au 320. Ok. Ah, un petit bug. Après être convenu qu'en votre absence, Delissa achèverait de régler toutes les dispositions qui doivent vous permettre de vous échapper de Duadon pour vous réfugier en lieu sûr, Ulsta embrasse tendrement son épouse et vous prenez congé en la gratifiant du plus galant baisemain que vous êtes capable d'exécuter. Puis Saïchir vous protégez tous les deux. Entendez-vous murmurer d'une voix brisée par l'émotion alors que vous descendez l'escalier pour sortir dans la cour. Franchissez la porte de la cour pour vous retrouver dans une ruelle qui longe le mur de cette dernière. Un des milliers de petits passages qui courent entre les artères principales de Duadon comme des vaisseaux capillaires autour des veines d'un corps. Il fait déjà presque nuit et, bien que ses venelles ne soient pas éclairées, Ulsta vous dirige sans l'ombre d'une hésitation à travers ce dédale apparemment inextricable de passages étroits et tortueux. Vous atteignez bientôt l'arrière d'une maison de 2 étages où votre guide fait halte pour jeter un coup d'œil par-dessus le faîte du mur. C'est la boutique que je vous ai montrée sur le plan, chuchote-t-il. J'y suis venu il y a 3 mois pour m'assurer que l'endroit permettait toujours d'accéder à l'ancien souterrain, ce qui est bien le cas.
Sauf qu'entre-temps, un léger problème est apparu. L'échoppe a été rachetée par un nouveau propriétaire, un sellier qui est un partisan fanatique de Vendiane. Inutile de préciser que nous allons devoir nous faufiler dans la cave sans que ce fâcheux s'en doute. Après s'être assuré que la voie est libre, Ulsta escalade sans bruit le mur et déverrouille la porte de derrière pour vous permettre de le rejoindre dans la cour. Aucune lumière ne brillant à l'intérieur du bâtiment ne brille à pardon, aucune lumière ne brillant à l'intérieur du bâtiment et sa porte de derrière étant close, votre ami en déduit que son propriétaire a certainement déjà fermé boutique pour aller se coucher de bonne heure. Vous examinez la porte de plus près et constatez qu'elle n'est pas fermée par un gros verrou, mais par une cellule à mortaise des plus simples. Utilisez la table de hasard. Si vous possédez un poignard ou un pic, ajoutez 1 au chiffre tiré. Si vous maîtrisez la grande discipline du Nexus, ajoutez-y 2. Alors, si le résultat obtenu est de 0 à 3, rendez-vous au 265, de 4 à 7, rendez-vous au 170, supérieur à 7, rendez-vous au 89. Bon, bah là, vu qu'on n'a aucun des objets ou de discipline là, oui, exigé, donc, là, donc ouais, ça va être... oui, il n'y aura pas de modificateur pour notre score. Donc voilà, ouais, je vais basculer voilà, ouais, là, sur l'écran de notre application. Donc voilà, je lance le dé. 3. Ah bah décidément, cette poisse. Ok, bon, eh ben, on va devoir faire avec. Donc de 0 à 3. Donc ouais, là c'est la plus mauvaise tranche possible. Donc ouais, bah, ouais, là on va devoir se rendre au 265. En dépit de sa simplicité, vous devez vous acharner un bon moment sur le mécanisme de la serrure avant d'en venir à bout, et le bruit que vous faites finit par alerter le chien de garde du cellier. Lorsque le verrou cède enfin et que vous ouvrez le battant de la porte, le molosse jaillit à travers le seuil et vous saute à la gorge, vous envoyant rouler sur le sol. Chien de garde, habileté 25, endurance 18. L'attaque du chien est si soudaine que vous ne pouvez répliquer efficacement dès le début du combat. Vous devez donc lui retirer aucun point d'endurance durant les 2 premiers assauts. Ah bah c'est l'inverse du premier... oui, c'est un peu l'inverse de ce qui s'était passé lors du premier combat là, de l'aventure que l'on avait fait la dernière fois. Bon. Heureusement, il n'a pas une habileté. Heureusement, oui, une habileté assez faible. Donc, bon, là, on est dans la tranche maximum. On n'a même pas besoin d'utiliser la puissance psychique ou foudroiement psychique contre lui. Donc, déjà, bon, pour les préparatifs, ça va être rapide. Ok. Euh, ok. Alors, donc, je note ouais, pour la partie combat. Alors, habileté 25, endurance 18. D'accord. Alors, bon, après que les modificateurs, bon, sachant qu'on a 37 d'habileté de base, oui, on a 37 d'habileté de base. C'est-à-dire, même si on l'attaquait avec une arme normale, et sans même nous servir de pouvoir psychique, on aurait quand même, on serait quand même dans la tranche de quotient d'attaque la plus élevée. Donc, bon. euh, donc c'est pour ça que, ouais, bah, pour le coup, pour nous, et c'est tout. Ouais, c'est tout NF. Donc, je vais juste retirer pour. Voilà, ouais, pour les calculs, mais voilà. Ok, donc oui, je lance le combat. Il y a juste espérer que l'on morfle pas trop sur les 2 premiers tours, enfin, ouais, qu'on perde pas trop de points bêtement. Euh, ok, donc je lance. Ok, donc on va commencer. Alors je lance le dé. 6. Donc, ok, alors que l'on regarde sur la table des coups portés. Alors, oui, ça correspond. Alors, oui, le 6.
Alors que je regarde, ah oui, que nous vérifions. Alors oui, vous voyez là avec le curseur de la souris. Alors théoriquement, oui, en temps normal, oui, on lui ferait perdre direct 16 points d'endurance. Et nous, là, bon, on en perd un. Bon, donc là, pour conséquent, là, on a juste à noter qu'on perd un point d'endurance, puisque là, là, pour le moment, là, c'est sur les deux premiers assauts. Bon, comme vous avez pu l'entendre, on ne peut pas le... Oui, à cause de l'effet de surprise, on ne peut pas le blesser ou le tuer sur les deux premiers assauts. Donc allons-y. Donc je... Voilà. Donc je déduis... Ok. Voilà. Donc on passe à bon 28 points d'endurance. Donc bah du coup on passe à l'assaut suivant. À 9. Ah, c'est une bonne chose. Bon donc ouais normalement là on devrait rien perdre. Ouais voilà. Non, oui, dans les circonstances normales on l'aurait tué sur le coup. Voilà, mais bon quoi qu'il en soit au moins bon on perd pas de points d'endurance cette fois-ci. Bon il y a juste espérer qu'on soit chanceux sur le troisième assaut où là maintenant que l'effet de surprise est passé, bon on va pouvoir lui infliger des dégâts. Ok, donc maintenant, voilà, on passe voilà, au troisième assaut. Ah, oula, zut, oui, je me suis planté. Oui, je me suis planté. Oui, planté de rubrique, bon, c'est pas grave. Bon, 6. Bon, bah, j'ai pas besoin de noter qu'on perd un point d'endurance puisque j'ai appuyé accidentellement sur le bouton pour le faire. Ouais, par contre, ce que je vais noter, c'est que lui, il perd 16 points d'endurance, puisque 6, c'est le résultat qu'on avait fait au premier. Ouais, qu'on avait fait au premier. Justement, au premier assaut. Donc, il lui reste 2 points d'endurance. Moi, je vérifie, ouais, c'est bien ça. Ok. Bon, bah, maintenant, on va passer au quatrième assaut. Euh, alors, je relance le dé. 4. Bon, de toute façon, quel que soit le résultat, on était à peu près, on était sûr de le tuer. Mais bon, le but, c'était quand même d'essayer d'éviter de perdre, ouais, de reperdre de l'endurance. Bon, pas de bol. Euh, alors, voyons le 4, ce que ça fait. Euh, alors, 4. Alors, 12 points d'endurance et nous 2. D'accord. Bon. Ce qui fait qu'au total, bon, je fais le calcul, on aura perdu 4 points d'endurance sur ce combat. Bon, voilà, bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça aurait pu être, ça aurait pu être pire aussi. Donc, attendez. Et, euh, alors, oui, 12 2. Ok. Voilà, combat terminé. Par contre, du coup, je vais prendre une potion. Oui, je vais prendre une potion. Ah, oui, oui, pour le coup, ouais, je vais utiliser une potion de l'Homespoor parce que comme ça permettra de faire au moins oui, légèrement de la place dans notre sac à dos si on trouve un autre objet. Oui, si on trouve un autre objet par la suite. Donc c'est pour ça que je vais répercuter tout de suite. Euh, ah non, ça, oui, ça c'est la liste des objets spéciaux, pardon. Ok, donc voilà, ça va permettre de remonter de 4 points. Donc on remonte à 29 points d'endurance, parfait. Voilà.
Donc, voilà, si vous sortez vainqueur de ce combat, rendez-vous au 241. C'est... ok. L'affrontement bref, mais féroce, avec le molosse laisse votre compagnon pantois. Ulsta ne se doutait pas de la présence de ce chien de garde, et il se confond en excuses, mortifié de ne pas avoir su repérer ce danger avant votre arrivée. Ah, n'en parlons plus, murmurez-vous. J'espère seulement qu'aucune autre surprise du même genre ne nous attend dans le tunnel. Vous enjambez la bête avec précaution pour vous retrouver dans une cuisine. Prenez soin de vérifier qu'elle est bien vide avant de laisser le tonnelier vous rejoindre et de refermer la porte derrière lui. Une fois à l'intérieur, Ulsta se dirige sans hésiter vers une autre porte et l'ouvre sans bruit, révélant une volée de marche qui plonge vers la cave. Il prend le temps d'allumer sa lanterne et s'engage le premier dans l'escalier. Rendez-vous au 344. Ouais. Ok. Je vérifie juste qu'il n'y a pas d'illustration. Très bien, bon, c'est bon normalement. Ok. Alors, paragraphe 344. L'atmosphère de la cave est saturée de vapeurs nauséabondes d'acide tannique, un produit qu'emploient les celliers pour transformer en cuir les peaux brutes d'animaux. Des centaines de litres de cet infect liquide y sont entreposés dans d'énormes barils de bois alignés contre les murs. Ulsta les longe sans s'attarder pour gagner l'angle sud-est de la cave où il s'agenouille. Puis il pose avec précaution sa lanterne sur le sol et commence à balayer sa surface d'une main légère. Il commence à balayer, ouais. Ah, ça y est, la voilà, s'exclame-t-il soudain en faisant voler la poussière du plat de la main. Dégainant un poignard, il entreprend de gratter la crasse incrustée dans le sol pour dégager le contour d'une ancienne trappe. Avec votre aide, il parvient à faire pivoter son panneau de fer sur ses gonds rouillés, révélant un puits sombre. Vous pouvez entendre un lointain écho d'eau courante et comme Ulsta introduit sa lanterne dans l'ouverture, vous voyez se dessiner sur le, s- vous voyez se dessiner le sol d'un passage filant à un peu plus de 2 mètres en contrebas. C'est le tunnel, souffle-t-il d'une voix pleine d'excitation, exactement comme indiqué sur le plan. Votre compagnon se laisse glisser dans le puits et vous vous penchez au-dessus de lui pour lui passer la lanterne. Puis vous suivez le même chemin en rabattant la trappe qui se referme derrière vous dans un sinistre claquement métallique. Dans la lueur glauque de la lanterne sourde, le ténébreux souterrain résonne d'un grondement sourd d'eau vive, ponctué par quelques couinements perçant de rats indignés de votre intrusion. Après avoir échangé un bref hochement de tête, Ulsta se met en marche et vous lui emboîtez le pas, prenant garde à ne pas vous fendre le crâne contre la voûte basse et incrustée de concrétions et de moisissures. Vous maîtrisez la grande discipline de la connaissance des simples, ouais, ou l'herboristerie, rendez-vous au 225. Sinon, rendez-vous au 298. Bon, bah par conséquent, comme on ne maîtrise pas cette grande discipline, donc on va se rendre au 298. Vous atteignez bientôt un carrefour formé par le croisement de votre tunnel et d'un autre passage, plus large, qui court d'est en ouest. Le grondement de l'eau est ici plus puissant, et vous remarquez qu'il provient d'une succession de grilles rouillées scellées dans le sol de cette galerie à intervalles réguliers, environ tous les 15 mètres. En regardant à travers une de ces grilles, vous pouvez apercevoir la surface agitée d'une rivière souterraine coulant vers l'est. Ulsta se retourne en souriant pour vous dire de le suivre dans cette nouvelle galerie, ajoutant que ajoutant que vous êtes sur la bonne voie et que vous devriez atteindre le niveau le plus profond de la forteresse d'ici quelques minutes. Et vous n'avez pas avancé de plus d'une centaine de pas qu'un spectacle imprévu lui ôte soudain toute envie de sourire. Rendez-vous au 137. Ok. Ulsta laisse échapper un juron en découvrant le passage entièrement barré par un solide mur de briques. Hein. Examinant l'ouvrage à la lueur jaune de sa lanterne, il constate à l'aspect presque fossilisé des briques et du mortier qu'il date de plusieurs siècles. Il le frappe en plusieurs points avec le pommeau de son poignard pour écouter d'une oreille experte le son rendu. Un bon mètre d'épaisseur, soupire-t-il.
Il faudrait un bon bout de temps pour arriver à le percer. Contrarié, heu voilà, mais résolu, hem, à ne pas vous laisser arrêter par cet obstacle imprévu, vous cherchez ensemble une solution au problème et vous tombez d'accord sur 2 possibilités. La première consiste à creuser dans le mur un trou assez large pour vous permettre de vous y faufiler en rampant. La seconde implique que vous rebroussiez chemin jusqu'à la dernière des grilles que vous avez vues dans le sol. Si vous parvenez à déceler cette grille pour vous laisser glisser dans la rivière souterraine, le courant devrait vous entraîner au-delà du mur et il ne vous restera plus qu'à atteindre la grille suivante pour vous hisser à nouveau dans le tunnel. Si vous décidez de creuser un trou dans le mur, rendez-vous au 162. Si vous choisissez de tenter de passer par la rivière souterraine, rendez-vous au 214. Donc voilà, là, vous avez le choix qui se présente à vous. Et d'ailleurs, c'est sur ce choix que, oui, je vais conclure le live ce soir, comme il va bientôt être minuit. Donc c'est pour ça, oui, je vous propose, voilà, au moins, oui, de terminer sur un choix. Comme ça, vous pourrez, après, on pourra reprendre, voilà, après, justement, après celui-ci, lors du prochain live. Donc c'est pour ça, bon, pour le coup, oui, je vous laisse, voilà. Voilà, je vous laisse choisir. Comme ça après voilà, oui, on reprendra la prochaine fois. On reprendra là-dessus la prochaine fois. Donc voilà, c'est les 2 choix qui se présentent à vous, c'est soit de creuser un trou dans le mur ou de tenter de passer par la rivière souterraine. La rivière, d'accord. Donc oui, voilà, c'est donc là-dessus que nous reprendrons, la prochaine fois. Ah ouais, et donc ouais, c'est parfait. Bah, en tout cas, j'espère que bon l'amélioration de la définition, là, sur mes lives, bon là, se ressent et que justement que ça rend les textes, oui, que ça rend le texte affiché plus lisible. Hem, bon voilà, en tout cas, bon même si on a commencé plus tard que prévu, bon finalement on a quand même pu pas mal progresser aujourd'hui mine de rien. Bon c'est vrai que je me suis aussi un peu arrangé pour, là faire un peu le forcing, un peu oui pour essayer de compenser justement le temps perdu. Bon, mais voilà, mais c'est quand même déjà pas si mal. Et donc par conséquent, oui, je vais basculer, oui sur l'écran de fin. Hem, voilà, oui, justement, oui, en vous remerciant d'avoir, oui, d'avoir été présent et d'avoir suivi, voilà, oui, d'avoir suivi ce live. Oui, voilà, que ça soit là en direct ou, là en différé via la VOD. Et voilà, et aussi en espérant que là, oui, là, ce passage mouvementé, oui, vous aura plu.